Bonjour et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Eden TV. Les titres. Première visite du chef de l'État béninois au Nigeria, Patrice Talon, est allé rencontrer son homologue Buhari du Nigeria. Plusieurs questions de développement, de coopération et d'amitié entre les deux pays ont été abordées au cours du tête-en-tête des deux chefs d'État. La police béninoise, toujours en guerre contre l'insécurité, elle a procédé encore à l'arrestation de deux malfrats à Cotonou. Ils ont été présentés à la presse ce mercredi. Et puis sur le continent, il détient en Afrique le record de participation aux Jeux Olympiques, tous sports confondus. Son nom, Segun Toriola, joueur nigérian de tennis de table qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio. Nous irons à sa découverte avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Il entrera dans la légende. À 41 ans, il est le premier. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État a effectué sa première visite officielle au Nigeria ce mardi. Patrice Talon s'est rendu sur la terre nigériane pour rencontrer son homologue Muhammadu Buhari. Les deux chefs d'État ont échangé sur des questions d'énergie électrique, de sécurité et des mesures, surtout des mesures de lutte contre le terrorisme qui sévit dans la sous-région. Les échanges ont aussi concerné les relations commerciales et diplomatiques entre le Bénin et le Nigeria. Voici un extrait du point de presse à la fin de la visite. On va certainement retrouver ce point de presse après la visite du président Patrice Talon au Nigeria, visite effectuée hier dans nos éditions prochaines. Deux malfrats ont été présentés ce mercredi à la presse. Leur arrestation est le fruit d'une enquête menée par les éléments du commissariat d'arrondissement de Vaudier et de la brigade de recherche et d'intervention. À cette occasion, les responsables de la police nationale ont encore une fois appelé la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour la lutte contre l'insécurité. Polika Païdinou, Damien Pedro. Je disais il y a quelques instants que deux malfrats ont été présentés ce mercredi à la presse. Leur arrestation est le fruit d'une enquête menée par les éléments du commissariat d'arrondissement de Vaudier et la brigade de recherche et d'intervention BRI. À cette occasion, les responsables de la police nationale ont encore une fois appelé la population à collaborer avec les forces de l'ordre pour la lutte contre l'insécurité. Polika Païdinou, Damien Pedro. Deux nouveaux malfrats appréhendés récemment par la police nationale ont été présentés à la presse ce mercredi matin. Leur arrestation intervenue le 29 juin dernier procède d'une enquête policière menée conjointement par le commissariat d'arrondissement de Vaudier et la BRI sur instruction du directeur général de la police nationale et du commissaire central de la ville de Cotonou. Ces malfrats s'apprêtaient à nuire à un habitant du quartier Verdocon. Les deux là que vous voyez sont supporters d'armes. On a découvert sur celui qui est en boba un sachet contenant ce pistolet chargé de munitions et ce couteau. Celui qui est à gauche en tenue noire, lui il était en tenue de zim et portait 5 chemises et 3 pantalons. Auditionnés, ils ont déclaré vouloir braquer, si vous me permettez le terme, ces riches hommes d'affaires en complicité avec son employé. De plus, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Celui qui est en tenue boba a été identifié par une dame. Et cette dame aurait été braquée dans un véhicule taxi-ville et on lui aurait arraché 1 million de nos francs et sa plainte est au commissariat de Bodomè depuis le 4 juillet dernier. L'enquête ayant conduit à ce résultat a aussi connu un aboutissement grâce à la contribution d'une de leurs anciennes victimes. C'est pourquoi les commissaires cédés et accordant des romans exhortent la population béninoise à aider la police à résorber le problème de l'insécurité au Bénin. Que les populations sachent qu'elles doivent être en éveil avec les policiers. Les policiers seuls ne peuvent pas tout faire. Quand les populations voient quelqu'un en tenue de zim, il faut voir le nombre de chemises qu'il a porté. S'il est suspect, appeler la police. C'est pourquoi, au nom du commissaire central de la ville de Cotonou, j'en appelle à l'implication entière de la population
pour qu'on puisse ensemble gagner la lutte contre les forces de mal. Et c'est à ça que chacun de nous doit travailler pour la jouissance du droit à la sécurité conformément à l'article 15 de la Constitution béninoise. Ces agents de la police ne croient pas si bien dire, surtout qu'un troisième malfrat et l'un de leurs complices sont en cavale et activement recherchés. C'est déjà les vacances au Bénin, écoliers et collégiens sont au repos. Mais quel genre d'activité peut-on proposer pour occuper ses enfants au cours de cette période de repos? Les réponses dans ce reportage de Horacia Diodi et de Fréjus Fiossi. Les activités pédagogiques ont pris fin dans tous les collèges et lycées du Bénin. L'heure est actuellement au repos pour les apprenants, mais comment rendre cette période à la fois plaisante et constructive pour les élèves? C'est une interrogation qui constitue une préoccupation pour les parents. Excursions, colonies de vacances, jeux d'hiver, rencontres et coups de vacances sont les principales activités de cette période. Pour ce faire, il faudra proposer aux vacanciers des activités récréatives et éducatives. Quand on prend les activités récréatives, on peut aller à des endroits pour se distraire, comme on peut déjà se distraire à la maison. Les gens du village n'ont pas des centres récréatifs, mais ils se distraient bien. Par rapport aux activités éducationnelles, les parents ne doivent pas laisser les enfants dormir jusqu'à 9h, jusqu'à 10h parce qu'ils sont en vacances, il faut les laisser. Même les tout petits, il faut les réveiller à une certaine heure et leur partager les devoirs domestiques. C'est une partie de l'éducation que d'envoyer l'enfant au village en vacances pour faire l'expérience du village, ne serait-ce que aider un oncle ou un grand-père à aller au champ. Il y a certains enfants qui sont exactement comme les Blancs. Aller au champ, c'est une grande découverte pour eux. Les périodes de vacances sont également des occasions de développement social qui permettent aux enfants de ressortir les potentialités qui sommeillent en eux. Ce sont les activités qui mettent l'enfant en relation avec d'autres personnes tout en s'amusant, des jeux de groupe, des jeux de réflexion, des jeux qui l'amènent à être confronté à d'autres personnes, même des combats intellectuels. À travers les activités que nous organisons, et les enfants, en fait, parfois sont timides. On les emmène à pouvoir ressortir ce qu'ils cachent en eux. Déjà, spécialement, nous avons prévu quand même des ateliers pour les enfants. Des ateliers pour les emmener à ne pas rester tout le temps à la télé, rester câblés à la télé tout le temps, parce que souvent c'est ce qui se passe et ça fait des soucis pour les parents. Moment de liberté, de distraction et de découverte, les déplacements des enfants en période de vacances scolaires d'une ville à une autre ou d'un parent à un autre ne sont pas sans conséquences. L'enfant change d'air, il se développe beaucoup plus parce que l'air qu'il va respirer dans un village par exemple est beaucoup plus pur que celui qu'il rencontre dans une ville polluée comme Cotonou ou bien les grandes villes que nous connaissons, les grandes villes qui sont nos métropoles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il expérimente de nouvelles choses. Il apprend de nouvelles façons de vivre. On voyage, on a rencontré un monsieur ou bien une fille, et puis en l'espace de quelques jours, on se fait amis, parce que peut-être dans le milieu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent français, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont notre look de la ville. Et je me suis attaché à celui-là, il est venu de Lomé, moi je suis venu de Parakou, de Cotonou, bon, on devient amis. Et malheureusement, leur amitié n'est pas vraiment saine. Ce n'est pas une amitié dans laquelle on apprend à se connaître, mais c'est une amitié dans laquelle, 2 jours, ils sont allés au sexe. Il y a des enfants qui s'en sont sortis comme ça et qui sont venus, c'est après les vacances qu'on découvre la grossesse. Et avec les maladies qui courent et tout. Les parents d'élèves doivent donc choisir des activités appropriées aux enfants pour leur plein épanouissement, des activités qui leur permettront de reprendre les cours avec sérénité. Info hors du Bénin, une académie de danse namibienne promeut la danse contemporaine comme choix de carrière viable. La danse joue un grand rôle dans la culture du pays, mais cela veut montrer qu'elle peut être plus qu'un loisir. Reportage. Un ballet sur l'histoire d'un homme abandonné par son ombre. Ce spectacle est une occasion rare de voir de la danse contemporaine à Windhoek. La culture namibienne compte de nombreuses danses traditionnelles, mais les styles modernes peinent à émerger. Une jeune troupe veut professionnaliser les danseurs contemporains. J'ai toujours dit que je ne voulais pas devenir professeur de danse. Mais j'aime le moment où le bras de quelqu'un va de là à là. J'aime le moment où quelqu'un projette son énergie en dehors de soi, au lieu de tout garder dedans.
le moment où quelqu'un d'autre parvient à changer comment se sentent les gens dans la salle. Pour moi, c'est passionnant. Oliver Stoffels espère faire le tour du monde et promouvoir des nouveaux styles de danse africaine. Mais comme beaucoup de jeunes danseurs, il doit d'abord convaincre ses parents qui ne voient pas la danse comme un vrai métier. De la mode aux arts visuels en passant par la musique, les arts sont en plein boom en Namibie. Mais c'est différent en danse contemporaine. Une seule compagnie reçoit suffisamment de financement pour avoir un studio et payer un salaire à ses artistes. Les autres danseurs ne peuvent espérer que $100 par spectacle, au mieux. Les danseurs travaillent sur des projets cas par cas. Et dans un concert où une chanteuse peut gagner jusqu'à $18 000 pour chanter entre 5 et 6 morceaux, un danseur gagnerait $1 000 ou $2 000 pour la même quantité de travail. Et parfois, le même montant est prévu pour un groupe d'artistes pour un spectacle. Alors, financièrement, c'est très frustrant. La compagnie First Rain Dance espère un jour pouvoir employer ses danseurs à temps plein. En attendant, elle se consacre à la promotion de la danse contemporaine pour que plus de jeunes aient une chance de faire carrière. Hors du continent Afghanistan, Mansouma Mouradi a brisé un tabou dans un pays où les traditions patriarcales continuent de résister à toute idée de progrès sur la place des femmes dans la société. Par son ascension politique, elle est la première femme à accéder à un poste de gouverneur dans la province isolée de Daïkoundi au centre de l'Afghanistan. Une femme dans un monde d'hommes. Dans un pays où le sexisme est à peine voilé, Massouma Mouradi est la seule afghane à occuper un poste de gouverneur. En tant que femme, c'est difficile de travailler en Afghanistan. Ça demande beaucoup de courage. Je dois être suffisamment forte pour faire face aux pressions politiques et sociales. Déterminée mais aussi expérimentée, Massouma a un parcours sans faute, hautes études, puis passage à la commission électorale afghane avant d'être nommée gouverneur. Mais dans les rues de sa province, ce n'est pas ça que l'on retient. Elle ne peut pas être aussi forte qu'un homme. Un jour, elle était en visite dans un quartier et son convoi a été pris en embuscade. Elle s'est enfuie. Un homme n'aurait jamais fait ça. Une réaction qui illustre bien les mentalités en Afghanistan. Et le soutien du président afghan Ashraf Ghani, qui a par ailleurs inclus 4 femmes dans son gouvernement, n'y change pas grand-chose. Les traditions sont telles dans ce pays que tout le monde n'est pas prêt à se voir dirigé par une femme. C'est pourquoi l'UNDP et la communauté internationale estiment que la gouverneure de Daïkoundi et toutes les dirigeantes du pays ont besoin de tout le soutien qu'on peut leur apporter. Mère de 2 enfants, Mouradi dispose en tout cas du soutien inconditionnel d'au moins un homme, son mari, et lui aussi a reçu sa dose de commentaires machos. Mes amis me taquinent et disent que je suis devenu une nounou ou un secrétaire et je dois prendre sur moi. Mais je suis content que Mme Mouradi soit gouverneure et je la soutiens. Manière douce mais détermination en acier trempé. Malgré les pressions des mollahs et des chefs religieux pour la débarquer, Mouradi tient ferme la barre de sa province. Toujours en interactualité, la région bouddhiste de Mustang dans l'Himalaya népalais a échappé aux puces de la révolution culturelle chinoise, mais le séisme de 2015 a endommagé monastères et monuments sacrés. Reportage. Au fin fond de l'Himalaya népalais, la bataille est en cours pour sauver le patrimoine tibétain. Il a survécu aux purges de la révolution culturelle qui a frappé la Chine voisine, mais est maintenant menacé par l'érosion causée par le vent et la pluie.
Le riche héritage culturel d'ici est irremplaçable. Les monuments sont faits de boue, de peinture, de bois et peuvent vite se désagréger, voire disparaître pour toujours. Je pense que ce serait une perte pour le peuple du Népal, mais aussi pour le monde entier. Ces 2 chortens, monuments bouddhistes, ont été restaurés, à la plus grande joie des villageois. Je viens ici tout le temps. Matin et soir, je viens ici 3 fois par jour. Et peu importe mon travail, je fais en sorte de m'arrêter ici. Plus d'une centaine d'ouvriers et artisans ont participé à la restauration durant 2 ans. Un processus qui s'est avéré crucial quand un séisme a frappé le Népal en 2015, tuant plus de 9000 personnes. Quand le séisme s'est produit, il a causé beaucoup de dégâts dans les villages environnants. Mais parce qu'on a été en mesure de réparer ces chortens à temps, il ne leur est rien arrivé. D'autres monuments n'ont pas eu cette chance. Dans la capitale médiévale de l'ancien royaume bouddhiste de Lomantang, le séisme a détruit des peintures murales vieilles de 500 ans et endommagé le système de canalisation, provoquant des infiltrations d'eau dans certains monastères. Le séisme a causé d'immenses craquelures sur le monastère Tupchen et je crains que le bâtiment s'effondre. Certaines des peintures à l'intérieur du monastère Jampalankang sont tombées par terre. À moins que l'on en reçoive de l'aide immédiatement, j'ai bien peur que ces monastères s'effondrent. La restauration dépend en grande partie des donations étrangères, ralentissant la course contre la montre pour la préservation du patrimoine historique et culturel unique de la région. Au plan sport, allons, avant de boucler ce journal, à la découverte d'un athlète qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est un Nigérian. Son nom, Segun Toriola. Il pratique le tennis de table. Il va disputer à Rio les 7e JO, un record sur le continent, tous sports confondus. Il espère enfin décrocher une médaille olympique. Reportage. Segun affine son service. Dans quelques jours, il décolle pour les Jeux Olympiques de Rio, où quelle que soit sa performance, il entrera dans la légende. À 41 ans, il est le premier Africain, tous sports confondus, à disputer 7 fois les JO. Un record qu'il assume en toute humilité. Dans ma tête, je ne pense pas que j'ai plus de 40 ans. Je me suis toujours dit que j'avais la vingtaine. Et je pense que c'est cela qui me motive à toujours m'entraîner dur et qui m'a aidé tout au long de ma carrière. Multi-champion d'Afrique et multiple vainqueur des Jeux africains, Segun domine le tennis de table sur le continent depuis 20 ans grâce à un coup droit au style inhabituel. Pour les JO, par contre, il doit encore faire ses preuves. L'entraîneur de l'équipe nationale espère que cette fois sera la bonne. Il est allé aux Jeux Olympiques 7 fois de suite. L'avoir dans l'équipe nous donne un leader. L'avoir dans l'équipe signifie que le Nigeria prend le tennis de table au sérieux. Pour les matchs par équipe, Segun sera accompagné d'un jeune pongiste en plein essor. Les Nigérians espèrent créer la surprise, même face à l'équipe chinoise. Les Chinois sont les favoris en tennis de table. Mais ce que j'aime dans ce sport, c'est que l'on peut être le numéro 1 et terminer 100e. C'est pourquoi ce sport est très intéressant. Avec près de 5000 adhérents, le tennis de table est un sport populaire au Nigeria. Pour défendre les couleurs du pays, 2 Nigérianes sont également qualifiées et 3 athlètes paralympiques. Les compétitions commenceront le 6 août. On retourne maintenant sur la visite du chef de l'État ce mardi au Nigeria. Patrice Talon est allé discuter des questions de coopération et d'amitié avec son homologue nigérien Muhammadu Buhari. À son retour, il a fait un point de presse à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin. Je vous invite à suivre une partie de ses propos. Sont au beau-fils. Que retenir de ce bref séjour que vous venez d'effectuer au Nigeria? Je viens en effet d'effectuer une visite de travail au Nigeria, à Abuja. À l'occasion de cette visite, j'ai échangé avec le président Buhari sur divers points d'intérêt commun. Je voudrais simplement rappeler d'abord que la visite au Nigeria relève d'une tradition au Bénin. Quand il y a changement de main au pouvoir,
Le Nigeria fait partie des tout premiers pays que visite le chef d'État entrant. Nous n'avons pas réussi à satisfaire cette tradition parce que les contraintes de calendrier n'ont pas permis, ni à moi-même, ni au président Buhari, d'organiser cette visite depuis bientôt 3 mois. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je rappelle quand même que j'ai déjà été au Nigeria à l'occasion d'un sommet régional sur la sécurité, mais cette fois-ci, c'est dans le cadre de nos relations bilatérales. Donc, j'ai été à Abuja dans le cadre d'une visite de courtoisie, de fraternité et de travail. Nous avons échangé sur 4 points essentiellement, au-delà donc de la fraternité, toujours la question de sécurité, parce que c'est une question qui préoccupe beaucoup la sous-région, et le Nigeria et le Bénin sont dans une zone où l'insécurité, notamment le problème de Boko Haram, est une réalité inquiétante. Il est vrai que les efforts qui sont en cours et l'effort personnel du Nigeria est en train de d'avoir des résultats. Il faut le dire sans féliciter. Nous avons évoqué cette question, abordé les points de convergence et de renforcement de la lutte donc, contre l'insécurité et le terrorisme. Nous avons évoqué également un sujet d'échange entre le Nigeria et le Bénin au plan commercial. Sur ce plan, je dois avouer que la situation internationale et la situation du Nigeria par rapport à l'effondrement des prix du pétrole causent quelques déconvenues à nos populations en termes de pouvoir d'achat du côté du Nigeria et en termes d'échange en provenance du Bénin. Vous savez que une bonne partie de l'activité commerciale du Bénin est basée sur l'importation vers le Nigeria, ou je dirais l'exportation vers le Nigeria. Sur ce plan, nous sommes dans une situation un peu complexe parce que le Bénin a besoin de vendre des produits made in Bénin, made in CEDEAO sur le Nigeria de manière libre. C'est ce que prescrit les dispositions de la CEDEAO. C'est tout pour cette édition. Merci à tous et bonne suite des programmes sur Eden TV et à demain. Les activités pédagogiques ont pris fin dans tous les collèges et les activités pédagogiques ont pris fin dans tous les collèges. Les activités